Allez, je vois que ça commence tranquillement à arriver. On va parler entretien de motivation aujourd'hui. Je sais que les épreuves écrites sont pas loin. On est dans les épreuves écrites, mais vous allez voir que les entretiens de motivation, c'est quelque chose qui doit éminemment s'anticiper parce que après, ça va être malheureusement bien trop tard. Allez, on va attendre les derniers et puis je vais démarrer dans quelques secondes. N'hésitez pas déjà, hop, moi je suis installé. N'hésitez pas à vous présenter, à dire qui vous êtes, quel concours vous passez, quels oraux vous souhaitez passer, quelles questions vous posez à propos des entretiens de motivation. Je vais prendre le temps d'y répondre là pendant, on va passer à peu près 1 heure ensemble. Allez, bonjour à tout le monde. Je vois que certains nous rejoignent petit à petit. Bonjour Erwan. Allez, encore 10 secondes et je démarre. N'hésitez pas à réagir pendant cette heure ensemble. Je vais évidemment beaucoup parler, c'est le but du jeu, mais si je pouvais aussi répondre à vos questions, c'est forcément mieux. C'est forcément plus agréable que de parler tout seul pendant 1 heure dans son bureau, dans son studio plutôt, tout seul et vide. S'il vous plaît, aidez-moi, d'accord? Allez. Je vais démarrer, tant pis pour ceux qui arrivent en cours de route, c'est pas très grave. Je me présente, je m'appelle Robin Morte, je suis le directeur opérationnel de PGE-PGO depuis quelques années maintenant. Mon parcours, donc moi j'ai fait une classe prépa, j'ai fait la fac aussi en même temps. J'ai intégré Audencia, école de management, enfin Audencia Business School. Et puis j'ai fait un double diplôme à l'université de Cincinnati, dans l'Ohio aux États-Unis. C'est une des opportunités qu'offrent les écoles de commerce. Dès mon premier stage, moi j'ai voulu travailler dans le secteur de l'éducation et de la formation, donc j'ai atterri entre guillemets à PGE-PGO, dont j'avais été l'étudiant justement pour préparer les entretiens de motivation. Je me suis d'abord spécialisé dans l'enseignement des tests de logique et des entretiens de motivation pour lesquels j'ai écrit des livres, notamment le Grand Guide des entretiens de motivation, sorti l'année dernière aux éditions Ellipse, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et puis je suis aussi membre de jury de concours. J'étais justement là il y a quelques jours membre de jury dans une école. Donc je suis intervenu dans une classe prépa il y a quelques semaines aussi. Donc chaque mois, voilà, j'ai des interventions qui concernent en tout cas les entretiens de motivation qui constituent une de mes spécialités. Allez, bonjour à tous, bonjour Antoine, bonjour à tous ceux qui arrivent. Je prends mon temps pour démarrer, vous l'avez vu, même si on va bientôt commencer. Je veux que la plupart des gens qui voulaient suivre ce live soient là pour qu'on puisse vraiment démarrer le cœur du sujet, c'est-à-dire les entretiens de motivation et quelles sont les grandes règles à respecter pour réussir les entretiens de motivation, sachant encore une fois que cette épreuve, c'est une épreuve à la fois qui élimine et qui qualifie. C'est-à-dire que Bonjour Marie. C'est-à-dire que les écoles, quand on est jury en école, les écoles nous donnent pour consigne de mettre des notes discriminantes, c'est-à-dire à la fois des notes au-dessus de 16, mais aussi des notes en dessous de 6-7 sur 20, c'est-à-dire des notes totalement éliminatoires. Donc c'est vraiment une épreuve totalement décisive en fait. À partir des épreuves écrites, tout est remis à zéro. Le premier livre des entretiens de motivation, enfin sur les entretiens de motivation, dans les années 80, il s'appelait le deuxième concours. Et donc le titre, j'aime beaucoup ce titre parce qu'il résume bien l'esprit d'un entretien de motivation. C'est après les épreuves écrites, quel que soit votre rang d'admissibilité, vous avez tous les mêmes chances finalement d'intégrer une école. Alors, par exemple, pour Grenoble en AST1, c'est un chouïa moins vrai, c'est-à-dire qu'il faut vraiment exceller dans les épreuves orales si on n'est pas très bon à l'admissibilité, mais dans 95% des écoles, admissible égale tout le monde ex aequo. Alors, les grandes parties de mon intervention au début, alors je vais parler des modalités de l'entretien de motivation en démarrant sur pourquoi justement les écoles utilisent les entretiens de motivation, qu'est-ce qu'elles veulent déceler chez les étudiants, pourquoi on ne se contente pas finalement d'épreuves écrites que vous révisez toute l'année et pourquoi les écoles, dans leur processus de sélection, mettent une épreuve aussi coefficientée, donc apportent une importance si grande à l'entretien de motivation. Ensuite, donc ça va pas prendre beaucoup de temps, on va rentrer ensuite vraiment dans le cœur
du sujet qui nous intéresse, c'est les attentes des membres du jury et puis surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir un entretien de motivation. Vraiment, les 10 choses à mettre avec soi de manière absolument obligatoire pour avoir une bonne note à l'entretien de motivation. Et une bonne note à l'entretien de motivation, on est sur des notes strictement supérieures à 16. D'accord ? À partir de 17, c'est une vraie bonne note. Entre 13 et 16, voilà, c'est une bonne note. Et en dessous de 13, donc à partir de 12 et en dessous, on peut considérer que c'est une note, somme toute, assez insuffisante. Alors, il faut savoir que l'entretien de motivation, ça n'a pas toujours existé, hein. Les écoles de commerce ont vécu sans proposer l'entretien de motivation. Il y avait une sélection écrite. Voilà. Donc finalement, ce qu'on attendait, c'était des étudiants qui savaient faire des dissertations, qui savaient résoudre des problèmes mathématiques en fonction des épreuves d'admissibilité qu'on proposait. Maintenant, les entreprises ont beaucoup évolué ces dernières années. Il y a eu un phénomène notamment de mondialisation que tout le monde connaît, c'est-à-dire que tout est allé beaucoup plus vite dans les entreprises, les changements étaient beaucoup plus importants, notamment avec le numérique qui arrivait. Donc il y avait un besoin vraiment de s'adapter beaucoup plus important chez les personnes de l'entreprise. Donc on attendait par exemple d'un contrôleur de gestion qui soit pas uniquement un bon contrôleur de gestion, mais qui puisse aussi travailler de différentes manières, avec différentes personnes, dans différents pays. Voilà, avoir pas seulement ce qu'on appelle un savoir-faire, mais aussi avoir un vrai savoir-être, notamment manager des équipes. Donc le besoin des entreprises a évolué. Et forcément, alors c'est pas les entreprises qui se sont adaptées, pardonnez-moi ma petite coquille, c'est les écoles qui se sont adaptées en proposant un entretien de motivation qui permet justement de déceler au-delà des capacités vraiment académiques, intellectuelles des candidats, déceler ce qu'on appelle un savoir-être, un potentiel de savoir-être, qui sont ni plus ni moins en fait que votre personnalité, que les qualités que vous allez ensuite pouvoir projeter, on va y revenir, dans le futur. Et dans le futur, c'est quoi ? C'est l'école et c'est l'entreprise. Un entretien de motivation, retenez quand même que ça a 2 objectifs. D'abord, vérifiez que votre candidature est cohérente, que vous n'êtes pas là par hasard, que vous n'êtes pas rentré parce que vous avez vu de la lumière, que vous avez des motivations, notamment professionnelles, qui correspondent à ce que peut vous offrir une école de commerce. Par exemple, avoir un projet professionnel basé sur les métiers autour de la finance justifie au moins professionnellement des études en école de commerce. Donc là, c'est ça qu'on va vouloir vérifier. Ça m'est arrivé, en tant que jury de concours, de rencontrer des étudiants qui avaient un projet totalement déconnecté des métiers auxquels préparaient les écoles de commerce. Même si cet étudiant avait une personnalité agréable et qui était compatible avec la vie en école de commerce, le candidat n'a pas été retenu parce qu'il allait être déçu professionnellement. Une volonté de rentrer en école de commerce, c'est aussi des projets, c'est des projets associatifs, c'est des projets d'avoir des expériences au-delà des frontières, c'est d'avoir des expériences aussi de travaux en groupe, de découvrir de nouvelles choses. Et ça va aussi faire partie des choses qu'on va tester nous en entretien de motivation. Donc ça, c'est la première chose, vérifier la cohérence de votre candidature à la fois sur les aspects professionnels et sur les aspects personnels. Mais on va aussi tester votre savoir-être, c'est-à-dire mesurer un peu les aspects de votre personnalité, voir quelles sont vos qualités, comment elles vont pouvoir se développer, comment elles vont pouvoir s'ancrer dans une vie en entreprise, comment elles vont pouvoir s'ancrer aussi dans une vie en école avec tout ce que ça comporte, les projets associatifs, les travaux en groupe, savoir mener des recherches de stage et puis les cours et les projets associatifs, donc une certaine polyvalence. Voilà, donc c'est pas un moule, hein, on ne recherche pas des qualités précis ou une absence de défaut précis, mais on attend quand même un profil, un prototype quand même qui va nous rassurer sur votre capacité finalement à être heureux en école de commerce et c'est ça qui va nous importer. Donc on va vouloir le tester, mais il va aussi falloir nous aider à être convaincus finalement, à être rassurés. Alors, très simplement, comment se passe un entretien de motivation ? De plus en plus, il n'y a pas un entretien de motivation, mais il y a des entretiens de motivation. Il y a encore ce qu'on appelle des entretiens classiques, c'est-à-dire des échanges
un échange entre un jury, 2-3 jurys plutôt, et un candidat. Et voilà, sans modalité particulière, c'est un échange libre avec des personnes qui se présentent au début. Ça existe encore, notamment pour des écoles de la banque des profs Tremplin ou Écricom, comme Kedge ou comme Neoma. Ça, c'est de moins en moins le cas quand même pour les écoles de commerce. De plus en plus, les écoles de commerce vont proposer, en plus d'une partie classique d'un entretien de motivation, qui reste quand même une espèce de tronc commun assez important, les écoles vont greffer des formats un peu spéciaux tout autour. Alors j'en ai mis quelques-uns ici, ça peut être des commentaires de citations à Grenoble ou à Audencia, ça peut être des questions qu'on tire au sort à l'EM Lyon, ça peut être, j'ai oublié à Grenoble, un entretien inversé aussi, ça peut être des débuts de phrases à Montpellier Business School. Donc ça fera l'objet d'un autre live. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus pendant cette heure-là, sachant que ce que je vais dire pendant cette heure vaut à la fois pour l'entretien classique et pour les entretiens spéciaux. Mais sachez en tout cas, quand vous démarrerez vraiment votre préparation de manière très sérieuse à l'entretien de motivation, que vous n'allez pas vous préparer à un entretien de motivation, vous allez vous préparer à plein d'entretiens de motivation différents avec des modalités différentes. Alors, je regarde si vous avez des questions. Alors, je vais répondre à vos questions au fur et à mesure. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je passe une slide, je regarde s'il y a des nouvelles questions. Donc, Charles, justement, j'ai vu ta question. Je vais y répondre dans quelques secondes. En tout cas, comment se passe un entretien classique? Vous attendez devant la salle, le temps que le jury ouvre la porte. Vous entrez. Vous serrez la main au jury s'il vous l'attend. Vous faites une entrée sobre, d'accord? Vous dites bonjour à tout le monde. Vous vous installez et puis le plus souvent, c'est les membres du jury qui vont se présenter en premier, de manière très rapide. On parle de quelques secondes, le métier actuel, le parcours, voire l'école de diplomation si le jury est un ancien de l'école dont vous passez l'entretien. Ensuite, c'est à vous de vous présenter de manière générale, sauf à Lyon par exemple où vous ne vous présentez pas. Votre présentation à vous est plus complète et donc dure plus longtemps. 1 à 2 minutes et on rentrera vraiment dans le détail de cette présentation au prochain live. Donc je vous donne rendez-vous le 23 avril avec les questions classiques et la présentation en fera évidemment partie. Et à la fin, on arrive, à partir de 3 minutes, on arrive sur un échange libre qui peut durer 20 à 30 minutes, voire plus à l'ESSEC par exemple. Et qui finit par un jury qui vous demande si vous avez des choses à rajouter ou des questions à poser. Mais on est vraiment sur un échange libre comme on l'entend dans notre imaginaire d'un entretien de motivation. Donc ça, c'est le format classico-classique et vous verrez qu'il y a plein d'autres formats qui existent et qui ne sont pas du tout classiques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'attendent concrètement les membres de jury? Alors, avant de passer à cette partie, je vais répondre à votre question, à ta question Charles. Bonjour, un projet dans les ressources humaines est-il cohérent avec un master dans une école de commerce? Évidemment, l'école de commerce prépare au métier de l'entreprise. Donc ça peut être effectivement les ressources humaines, ça peut être d'autres domaines comme la finance, comme le marketing, comme les métiers de la vente, comme le consulting, mais évidemment les ressources humaines font partie, on va dire, des banques de métiers qui sont disponibles après les écoles de commerce. Et d'ailleurs, les écoles de commerce, la plupart proposent des spécialisations ressources humaines. Je te conseille, Charles, de te renseigner à l'occasion parce que tu vas voir que tu vas trouver plein de choses en rapport avec ce projet-là. Alors, les membres de jury, qu'est-ce qu'ils attendent les membres de jury? Quand je suis membre de jury, moi, qu'est-ce que j'attends? Si je dois mettre en 2 mots ce que j'attends d'un candidat sur la demi-heure que je passe avec lui, eh ben en fait, ça pourrait tenir en 1 mot. Moi, j'ai envie d'être rassuré. J'ai envie que l'étudiant me fasse dire « Ah ouais, vraiment, je ne prends aucun risque en l'acceptant dans l'école. » Il faut savoir que, surtout pour les jurys professionnels dont je fais partie, on a une responsabilité envers l'école qui nous fait confiance pour être jury. Elle nous fait confiance pour recruter des personnes avec qui elles vivront pendant 4 ans, voire plus. Donc forcément, on ne fait pas n'importe quoi. Et si vous devez garder un mot de cette slide, c'est la volonté de rassurer le jury. Mais rassurer le jury sur quoi? À la fois sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez faire. C'est-à-dire à la fois sur les aspects personnels et les aspects professionnels de votre candidature pour une école de commerce. C'est-à-dire,
être rassuré sur le fait que vous allez bien vous intégrer dans la vie d'une école de commerce avec tous les projets qu'on peut mener, la manière de travailler aussi beaucoup en groupe avec des études de cas. Donc tout ça, il faut nous rassurer là-dessus. Quelqu'un qui nous dit moi j'aime bien travailler tout seul, j'ai pas envie qu'on m'embête, j'aime bien faire les choses à ma manière. Eh ben, il y a plein d'institutions en France qui valorisent le travail individuel. L'école de commerce, c'est un peu moins vrai. Donc faites attention à bien valoriser les aspects de votre personnalité qui matchent avec des études en école de commerce. Alors évidemment, on n'attend pas un profil type, hein. Et puis tout le monde n'a pas 100% de sa personnalité qui colle avec une école de commerce, comme partout. Mais en tout cas, il faut bien faire attention à mettre en valeur les aspects sincères de sa personnalité qui vont être cohérents avec tout ce qu'on peut vivre en école de commerce. Et puis il y a évidemment l'aspect professionnel de sa candidature, c'est que moi, comme par exemple avec l'exemple de Charles, je puisse me dire, voilà, si j'intègre Charles dans l'école de commerce qu'il souhaite, je suis certain qu'il va pouvoir s'y retrouver dans les métiers auxquels je vais pouvoir le préparer. Il va trouver des stages qui vont lui plaire, il va trouver une spécialisation qui va lui plaire. Ça pourra changer. On ne vous demande pas de signer un CDI maintenant, on ne vous demande pas de vous engager maintenant. Mais on vous demande, le jour J, pendant que vous passez l'entretien, d'avoir des appétences, des aspérités professionnelles sincères qui correspondent avec ce que peut proposer une école de commerce. Et déjà, si en une demi-heure, vous m'avez rassuré sur votre capacité à mener une vie en école de commerce et à y être heureux et à pouvoir vous y épanouir, et en plus de pouvoir vous former à des métiers qui vous plaisent, déjà vous avez fait une grosse partie du chemin. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Ça passe par plein d'attitudes, plein de réponses aux questions, mais déjà c'est quelque chose d'important. Derrière ça, pour rassurer le jury, j'ai écrit il faut savoir pourquoi on est là. Un projet professionnel, vie d'école, j'en ai parlé, mais on ne veut pas non plus que vous vous enfermiez dans quelque chose. C'est-à-dire que si Charles nous dit, alors moi c'est les ressources humaines, ça n'est que les ressources humaines, ça n'a été que les ressources humaines et ça ne sera que les ressources humaines, on se dit aussi qu'il y a une étroitesse d'esprit qui est quand même dommage, pénalisable pour vous à 20 ans. Pour prendre mon cas personnel, quand je passais les entretiens de motivation, j'avais un projet dans le marketing, dans le domaine du sport. C'était un projet qui était très sincère à l'époque. Et donc j'en parlais forcément au jury. Je savais le mettre en relation avec les écoles auxquelles je postulais, mais aussi avec moi, avec ma personnalité. Mais je m'enfermais jamais dans ce seul projet-là. Je savais que j'allais vivre plein de choses en école de commerce et que pour bien profiter de cette école de commerce, il fallait pas que je m'enferme mordicus dans cette idée de travailler dans le marketing du sport parce que j'allais passer à côté de plein de choses, à côté de rencontres, à côté de stages potentiellement, à côté de cours qui allaient m'intéresser et j'allais pas vivre tout ce que je pouvais vivre en école de commerce. J'ai bien fait d'avoir cette ouverture d'esprit-là parce que je travaille pas du tout dans le domaine du sport. Alors que l'éducation, préparer des étudiants au concours, ça reste un sport quand même, mais le secteur n'est pas défini tel quel, en tout cas. Mais en tout cas, je me suis totalement sorti de mon projet professionnel initial et c'est aussi ça que m'a apporté une école de commerce. Alors, il ne s'agit pas du tout de dire à travers ça le jour J, j'ai ce projet-là, mais vous inquiétez pas, de toute façon, messieurs les jurys, ça va changer, j'en ai juste fait un pour l'entretien, mais de toute façon, je sais qu'avec le commerce, ça va changer. C'est pas ça, parce que moi, jury, là, je ne suis pas rassuré. Moi, je veux que vous me montriez une attente d'un membre de jury, c'est que vous montriez à l'instant T une appétence sincère pour un métier ou des métiers ou un domaine de métier et une ouverture d'esprit que vous allez me prouver et qui me fera dire que vous allez aussi bien profiter de vos années d'école et que du haut de vos 20 ans, vous pourrez aussi changer d'avis. Et c'est important aussi de changer d'avis. Je n'avais pas le même projet professionnel à 10 ans qu'à 15 ans, ni même à 20 ans. Et à 25 ans, voilà, j'ai fait autre chose que ce que j'avais imaginé. C'est aussi ça la vie, c'est aussi ça que proposent les écoles de commerce. C'est à vous de montrer que vous êtes ouvert à ça, même si le jour J, vous avez quelque chose de précis en tête. Évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est aussi connaître le candidat à travers ça. Vous allez voir, chaque question qu'on va poser, ça n'est ni plus ni moins qu'un prétexte pour qu'on puisse en apprendre un peu plus sur vous.
les qualités évidemment, mais les questions d'actualité par exemple, c'est une manière d'en savoir un peu plus sur vous, comment vous vous voyez dans 10 ans, votre livre préféré, c'est une manière d'en savoir un petit peu plus sur vous. Donc nous, on veut vous connaître, c'est tout. Et les questions qu'on va vous poser ne sont que des outils pour mieux vous connaître. Voilà, les questions déstabilisantes, c'est une manière de savoir comment vous gérez l'inattendu, le stress, la pression. C'est tout. Donc, si derrière ça, on a l'impression au bout d'une demi-heure que vous êtes trop fermé, que vous nous avez caché plein d'aspects de votre personnalité, que finalement on n'a pas la sensation de bien vous connaître au bout d'une demi-heure, eh ben sachez que ce sera quasiment éliminatoire. Donc, arrivez en entretien dans un mood, dans une volonté de vous ouvrir au jury sans tomber dans l'intime, mais en tout cas d'ouvrir votre personnalité, ce qui vous a construit, ce que vous êtes et ce à quoi vous aspirez au jury, c'est super important. Il n'y a pas de jugement derrière ça en tout cas. Évidemment, l'objectif c'est aussi de passer un bon moment pour un jury. On voit une douzaine de candidats par jour. C'est un temps qu'on prend sur notre métier, sur notre temps professionnel. Donc on veut aussi voilà, profiter, passer de bons moments, faire des rencontres avec nos co-jurys, mais aussi avec vous, découvrir de nouvelles choses, découvrir des sports qu'on ne connaît pas, découvrir des loisirs qu'on ne connaît pas, découvrir des personnalités agréables. On veut sourire, on veut découvrir des choses en fait. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, les candidats qui réussissent sont aussi les candidats qui ont voulu faire passer un bon moment au jury, qui ne pensaient pas qu'à eux, qu'à leurs réponses, mais qui avaient vraiment comme objectif de faire passer, de prendre soin du jury, de faire passer un bon moment au jury, à la fois dans la forme, le sourire par exemple, et dans le fond des réponses. Pas des réponses monosyllabiques, mais des réponses étayées, des réponses développées, des réponses argumentées. C'est aussi ça qui fait qu'un entretien est bien réussi. Alors, on va pouvoir passer au cœur de ce Facebook Live, aux 10 grandes règles qu'on doit maîtriser, qu'on doit connaître, sur lesquelles on doit s'entraîner pour réussir un entretien de motivation en école de commerce. Sachant que ça vaut aussi évidemment pour d'autres types d'entretiens, les entretiens d'embauche, les entretiens de Sciences Po, l'entretien des écoles d'ingénieurs, ça vaut pour plein d'autres choses. On va commencer par le premier commandement. Le premier commandement, il paraît évident, mais il est plus difficile à mettre en œuvre pour le candidat. On ne cherche pas un prototype de candidat, nous, jury. On ne cherche pas un type de personnalité. Aussi parce qu'on sait que la richesse des écoles de commerce, c'est mélanger les gens, mélanger des personnalités, des backgrounds différents, des envies différentes. C'est ça qui fait que ça marche, l'école de commerce. Donc, on veut simplement que vous nous montriez la personnalité que vous avez mis 20 ans à façonner, ou 18 ans, ou 21 ans, bref, à construire, à façonner. On veut savoir comment vous l'avez façonné, à partir de quelles expériences. Et finalement, on veut voir le produit actuellement fini, on veut vous connaître. Et derrière ça, il est important de ne pas s'inventer des expériences, de ne pas s'inventer des qualités, de ne pas s'inventer des envies. En général, vous modulez vos envies de deux manières. D'abord en fonction de l'école, c'est quelque chose d'assez fréquent. Quand j'entraîne des candidats aux oraux, par exemple à l'école de l'EM Lyon, c'est très fréquent que des étudiants mettent en avant un projet entrepreneurial parce que l'EM Lyon insiste dans sa communication sur justement l'entrepreneuriat, early makers, etc. En creusant, on demande au candidat s'il a vraiment un projet entrepreneurial. Non, mais c'est pour coller avec ce que recherche l'EM Lyon. Stop! Partez du principe que vous candidatez à des écoles généralistes. Donc, les écoles ont tout intérêt à à recruter des étudiants qui veulent se faire du marketing, qui veulent faire de la finance, qui veulent créer des boîtes, faire de l'entrepreneuriat, qui veulent faire des ressources humaines comme Charles, mais en tout cas des personnes au profil différent. Si vous modulez votre projet en fonction de l'école, forcément, on sentira cette hypocrisie, c'est un mot fort, mais en tout cas, cette absence d'honnêteté et de clarté dans vos propos. Et un bon jury mettra 10 minutes à découvrir le poteau rose, vraiment pas plus. Donc, c'est quelque chose d'éminemment important. On peut aussi moduler sa personnalité en fonction d'un jury.
si on voit qu'on a un jury qui nous fait comprendre qu'il aime les sports d'équipe ou qu'il apprécie tel type de personnalité en tant que dans sa collaboration professionnelle, d'insister sur des traits de notre personnalité qui sont pas du tout, qui correspondent pas du tout à la réalité. Et derrière ça, l'illustrer avec des expériences qu'on aura totalement surfaites. Et ça, encore une fois, on n'est pas loin du mensonge cette fois. Et c'est quelque chose d'absolument éliminatoire. Partez du principe que un jury ne recrute pas un financier, quelqu'un qui veut faire de l'entrepreneuriat. Il recrute d'abord une personnalité authentique. Et c'est trop dommage de mettre de côté pendant une demi-heure une personnalité avec ses faiblesses, mais avec ses forces aussi. Une personnalité que vous avez mis 20 ans à construire et qui est pour la 99,99% des étudiants une vraie belle personnalité. Concrètement, il y a plusieurs cas qui correspondent très souvent à une découverte d'une personnalité ou d'une envie un peu surfaite ou en tout cas pas totalement sincère. La première chose, c'est les questions d'actualité. Les questions d'actualité, souvent les étudiants se découvrent des passions pour quelque chose qui a fait les gros titres par exemple, ou pour un métier dont on parle énormément en ce moment, notamment les startups. Voilà, en ce moment, il y a effectivement un phénomène création d'entreprise, un phénomène startup. Donc les candidats peuvent avoir l'impression que c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en avant pendant l'entretien, mais pas du tout. C'est une option parmi d'autres, mais il faut que ce soit une option sincère pour vous. Le deuxième cas dont je parlais, c'est le cas du projet professionnel. Le projet professionnel, c'est aussi quelque chose sur lequel on sent de temps en temps que vous modulez vos appétences. Et moi-même, quand j'étais étudiant, ça m'est arrivé de penser à faire l'erreur. Quand je passais l'entretien de l'EDEC, je voulais mettre en avant la finance alors que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Récemment, j'ai été jury à Grenoble par exemple, et on sent que il y a beaucoup plus qu'ailleurs, comme par hasard, des projets professionnels dans les nouvelles technologies. Et quand on creuse, alors pas pour tout le monde, mais pour un candidat sur 3, un candidat sur 4, on sent que il aura un autre projet professionnel dans 2 jours. Et il faut vraiment adapter. C'est comme si l'école devait s'adapter à vous, en fait, d'une certaine manière. Je mets des guillemets à mes propos, et pas l'inverse. En tout cas, vous ne devez surtout pas adapter qui vous êtes et ce que vous voulez faire à l'école, parce qu'encore une fois, vous candidatez à des écoles d'abord généralistes. Et puis évidemment, quand on vous pose la question des qualités et des défauts, on retrouve aussi des qualités qui font bien en école de commerce, enthousiaste, polyvalent, curieux, sans que ce soit vos qualités principales, alors que c'est quelque chose que les étudiants en particulier mettent le plus en avant. Donc si c'est le cas, c'est très bien. Mais si c'est pas le cas, sachez qu'il y a d'autres qualités qui sont parmi vos top qualités qui nous rassureront sur le fait que oui, vous pouvez être un très bon candidat d'école de commerce. Donc c'est important d'être soi-même, de faire en sorte de s'ouvrir intelligemment évidemment à son jury et de montrer que comment sa personnalité actuelle peut s'adapter à une école de commerce. Et sachez que chaque personnalité et chaque projet s'adapte à une école de commerce généraliste. Voilà pour le premier commandement. On passe maintenant au deuxième commandement. Petite pause. Alors, il y a quelque chose qui au début m'intriguait, maintenant m'agace dans les candidats que je prépare chaque année, qui viennent en stage au début, qui viennent avec 2 feuilles doubles d'imagination et d'anticipation de réponse à des questions qui tombent, mais qui tombent une fois tous les 15, voire 20, voire 100 entretiens. Des questions totalement ubuesques. Alors que quelqu'un qui aura passé les entretiens de motivation sait que 90%, voire plus des questions qui sont posées sont des questions somme toute assez classiques. Et surtout, ce qui compte dans un entretien de motivation, c'est d'abord les questions classiques. Les questions classiques, elles sont classiques, elles sont souvent posées d'abord parce qu'elles sont essentielles. C'est ça qu'il y a à retenir. Elles sont essentielles. Les qualités, les défauts, ce qu'on veut être dans 5 ans, pourquoi une école de commerce, pourquoi l'école de commerce en particulier dont on passe l'entretien, c'est des questions qu'on va retrouver tout le temps parce que c'est des questions essentielles
pour que nous, on soit rassurés. Alors qu'un candidat qui va bien répondre ou mal répondre à une question qu'est-ce qui vous émeut ou de quelle couleur vous repeindriez le ciel si vous aviez le choix, eh bien, si le candidat était parfait sur les questions classiques, sincère, naturel, cohérent et qu'il n'a pas su bien répondre à une question difficile, un peu inattendue et déstabilisante, est-ce que c'est pour ça qu'on ne va pas le prendre? Non, il aura peut-être 18 au lieu de 20, c'est tout. D'ailleurs, très souvent, les questions déstabilisantes sont posées déjà aux très bons candidats, ceux qui maîtrisent les questions classiques et ne servent finalement qu'à ajuster la note. Est-ce qu'on mettra 20? Est-ce qu'on mettra 19? Est-ce qu'on mettra 18? Mais ce qui fait le socle des questions, le socle des points, les points de 0 à 15, de 0 à 16, ce sont vos questions classiques. C'est la réponse aux questions classiques. C'est ça qui va nous permettre de dire si oui ou non vous êtes un bon candidat. Les questions déstabilisantes dans un entretien classique vont nous permettre simplement de savoir si vous êtes un excellent ou un bon candidat. Mais un bon candidat déjà aura une bonne note et sera pris. Et les questions classiques, il y a une liste à peu près finie de questions classiques qu'on peut anticiper, qu'il faut évidemment travailler, mais pas à l'écrit, hein, qu'il faut savoir s'approprier de manière naturelle et surtout sincère. Mais elle demande beaucoup plus de travail qu'on imagine. Elle demande vraiment une réelle introspection, savoir 5 de nos qualités, 5 de nos défauts, savoir les illustrer, savoir formaliser aussi une envie d'école de commerce, savoir pourquoi on veut l'EM Lyon plutôt que Audencia. Et ben, mine de rien, c'est un travail, une espèce d'assaise qui n'est pas forcément toujours anticipé des candidats. Et je dois être tout à fait sincère, quand je passais les entretiens, moi aussi j'ai été surpris du travail vraiment que demandait l'entretien de motivation. En tout cas, une fois que j'ai prévenu là-dessus, sachez que 80-90% des questions classiques vont vous demander de lier à la fois votre passé, votre présent et votre futur. Et finalement, toute la technique de l'entretien de motivation, ça va être là-dessus. Ça va être de savoir lier qui vous êtes actuellement au présent en prouvant au jury votre personnalité par des expériences passées qui vous ont façonné et en rassurant le jury en parlant du futur et en projetant votre personnalité dans le futur pour montrer au jury que elle est tout à fait, votre personnalité sera capable de s'épanouir plus tard dans le futur. Par exemple, sur la question de la principale qualité, pour vous donner un exemple beaucoup plus concret, ma principale qualité est d'être très rigoureux. Je suis quelqu'un de très rigoureux dans mon travail. La preuve, quand j'ai révisé mes concours, je me suis tenu pendant 8 mois à des plannings de travail hebdomadaires que j'ai suivis avec une grande rigueur. Voilà, donc ça, j'ai lié mon passé et mon présent. Reste maintenant à lier mon futur à tout ça et c'est là la vraie difficulté des candidats, ce qui distingue les candidats moyens des bons candidats. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en école de commerce, pour avoir parlé à plusieurs personnes, je sais aussi qu'à la fin de la 2e année, je vais devoir faire en même temps des recherches de stage, des validations de partiels et la fin de mon mandat associatif. Et si je ne suis pas rigoureux, organisé dans mon travail, eh ben, je ne saurais pas mener tout ça de front. Voilà, c'est un exemple pour vous montrer que sur les questions classiques, là sur un exemple de questions classiques, on va vous demander dans un sens ou dans l'autre de mettre en lien votre passé, votre présent et votre futur. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'école? Je peux apporter à l'école telle qualité, développée à tel moment, qui se retranscrira à tel moment dans le futur, en école ou en entreprise. Donc, c'est toute cette gymnastique en fait entre les temps qu'il va falloir maîtriser dans les questions classiques. C'est évidemment beaucoup plus difficile que ça en a l'air. C'est quelque chose qu'on travaille énormément, surtout le futur, avec les étudiants de PGE parce que autant la plupart des candidats sont plutôt à l'aise avec le présent et le passé, mais dès qu'il s'agit de se projeter dans le futur et finalement de rassurer le jury, puisque le rôle du futur en école de commerce, c'est justement de rassurer le jury, et bien là on arrive à des difficultés beaucoup plus importantes. Or, c'est là que les étudiants gagnent le plus de points. Donc, quand vous commencerez vos révisions, quand vous commencerez à anticiper un petit peu les questions, eh ben,
travailler d'abord les questions classiques. Dans le grand livre des entretiens de motivation, j'ai constitué tout un chapitre avec entre 40 et 50 questions qu'il faut anticiper. Il n'y a quasiment que des questions classiques parce que c'est elles qui font la différence le jour J. C'est éminemment important de savoir ça pour pas s'éparpiller dans ses révisions parce qu'à partir de là, on peut aussi imaginer une banque de 10 000 questions possibles en école de commerce et on s'en sortira pas alors que les questions classiques, on peut imaginer raisonnablement qu'il y en a une vingtaine posées de manière différente évidemment, mais une vingtaine en tout cas. Troisième commandement, là on n'est plus sur le fond, on est sur la forme. Un bon candidat, c'est un bon candidat qui a travaillé mais qui veut aussi faire passer un bon moment au jury. Je dis souvent à mes candidats et aux étudiants que je vois aussi dans mes interventions en classe prépa que inconsciemment, un jury il a deux types de notation. Il a la notation, ce que j'appelle feuille de notes, feuille d'évaluation, c'est-à-dire la notation rationnelle qu'on va lui présenter un peu sous les yeux. Ça, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est évidemment important et c'est 90% de la note finale. Mais il y a aussi une note qui n'est pas connue des candidats et qui est aussi méconnue des jurys. C'est ce qu'on appelle la notation irrationnelle. La première notation rationnelle, c'est dois-je mettre une bonne note au candidat? La notation irrationnelle, c'est ai-je envie de mettre une bonne note au candidat? Et on aura évidemment plus envie de mettre une bonne note à des candidats enthousiastes qui, avec leurs défauts, avec leurs manques, avec leur absence de réponse cohérente à certaines questions, ont su nous faire passer un bon moment, ou en tout cas ont voulu nous faire passer un bon moment. Ça passe par le sourire, ça passe aussi par le timbre de voix, ça passe par les gestes, ça passe par plein de petits détails qu'il faut mettre dans sa poche parce que ça va compter le jour J. Et alors, on ne parle pas de 10 points de différence, mais voilà, je dis souvent qu'un candidat qui vaut de manière stricto sensu, si on suit la feuille de notes, vaut 15, eh ben, on peut très bien lui mettre un 14 ou un 13,5 si on n'a vraiment pas passé un bon moment, si le candidat était fermé, si le candidat n'avait pas envie de communiquer son enthousiasme au jury. Alors que si on a un candidat qui, même avec son stress, a envie de faire passer un bon moment au jury, eh ben, on peut lui mettre inconsciemment un point de plus parce qu'on a envie de faire plaisir à ce candidat, on a envie de le voir intégrer l'école. Et c'est important de comprendre que même les étudiants stressés peuvent être enthousiastes. L'enthousiaste, c'est pas l'exubérance, c'est pas monter sur les tables, c'est pas crier. Enthousiaste, c'est montrer qu'on a envie. Montrer par un sourire, montrer par une attitude. Mais même les étudiants timides peuvent évidemment être enthousiastes et ça m'est déjà arrivé aussi de passer de très bons moments avec des étudiants foncièrement timides, mais aussi de passer de très mauvais moments avec des étudiants qui étaient à l'aise à l'oral et qui dégageaient aucune timidité, mais qui n'avaient pas envie de faire passer un bon moment au jury, qui pensaient en fait un petit peu qu'à eux. En fait, à la fin, une fois que tout le monde est passé, en général, en tout cas moi je sais que je le fais, je l'ai fait chaque année, on repasse un petit peu tous les candidats qu'on a vus dans la demi-journée, on repasse un peu les notes pour savoir si elles sont cohérentes et ça nous arrive de rajouter un demi-point ici, de baisser d'un point ici. Et à la fin, on doit se souvenir de vous. À la fin de la demi-journée, vous devez être notre étalon en fait, notre base. On doit se dire, ouais mais quand même, celui-là il était quand même, il nous montrait plus de motivation, donc même avec ses manques, on va quand même lui mettre un point de plus. De manière générale, on va pardonner beaucoup plus facilement en fait si vous avez eu envie de nous communiquer des choses que si vous ne pensiez qu'à vous. Donc c'est évidemment important d'être enthousiaste, mais attention, hein, être enthousiaste c'est pas inné en entretien de motivation, c'est aussi de l'entraînement et c'est aussi être à l'aise avec ce qu'on a à dire. Je dis très souvent, et c'est quelque chose qui est vérifié chaque année, que la forme vient avec le fond et vient souvent après le fond. Quand les candidats sont pas à l'aise avec ce qu'ils ont à dire, c'est toujours beaucoup plus compliqué sur la manière de dire les choses. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est de travailler. Quatrième commandement. Alors, la semaine dernière, j'étais jury dans une école. On a vu 6 candidats en une demi-journée.
3 ont une note inférieure à la moyenne sur un seul critère, ils ne connaissaient pas l'école. Alors, ne pas connaître l'école, c'est ne pas connaître les spécificités de chaque école, ne pas connaître le nom des masters par exemple, qui nous intéressent évidemment. Il ne s'agit pas de connaître la plaquette de l'école, hein, mais il s'agit de connaître, donc je disais les masters, mais ça peut être aussi les échanges, les associations, les universités partenaires, les entreprises partenaires, les électifs, les profs, voilà, tout ce qui peut nous intéresser, nous personnellement, dans l'école qu'on veut passer. Eh ben, il faut se renseigner, il faut savoir comment l'école, en fait, concrètement, pourra nous aider à remplir notre objectif qui est le nôtre actuellement. Il faut connaître en fait la feuille de route qui pourrait être un peu la nôtre à l'entrée de l'école. Évidemment, la feuille de route changera parce que votre projet évoluera et c'est sain. Mais en tout cas, il faut montrer que vous connaissez la personne. Voilà, vous êtes dans une espèce de drague vis-à-vis de l'école et vous convaincrez d'autant mieux le jury que vous vous êtes renseigné sur l'établissement que vous draguez. C'est forcément normal. À l'inverse, si vous ne connaissez rien de l'école, si vous ne savez pas citer des masters, si vous ne savez pas citer des atouts spécifiques des écoles, si vous ne savez pas dire pourquoi cette école et pas une autre, eh ben, on ne pourra finalement que conclure que vous ne voulez pas particulièrement cette école parce que vous ne savez pas concrètement ce qu'elle peut vous apporter, au-delà de la plaquette et au-delà des classements. Alors, évidemment, du coup, le corollaire de ça, c'est que quand on parle de l'école, il faut être concret et précis, hein. N'oubliez pas que vous intégrez des écoles généralistes. Donc, chaque école va faire du marketing, chaque école peut envoyer des étudiants en Allemagne, chaque école vous envoie faire des stages potentiellement à l'étranger. Donc, il faut être vraiment très précis sur le nom des choses et la manière avec laquelle les écoles font les choses. Ça peut être voilà, des masters qui ont le même nom d'une école à l'autre mais qui sont dans langues différentes ou qui ont des partenariats avec des entreprises différentes ou qui ont des longueurs différentes, des maquettes pédagogiques différentes. Dans toutes les écoles, il y a des bureaux des élèves mais ils ont peut-être pas toute la même taille, le même budget, les mêmes événements organisés, le même périmètre d'activité. Voilà, tout ça, c'est des choses très concrètes que vous devez savoir, que vous devez renseigner pour être convaincu et convaincant sur le choix d'une école. Et derrière ça, toutes ces informations que je viens de vous dire, on ne les trouve pas dans le site internet, ou très peu. Et on les trouve encore moins dans la plaquette, qui est encore plus light, on va dire, que le site internet. On les trouve en parlant à des gens. On les trouve en discutant avec des gens actuellement en école ou des diplômés. Moi, je peux par exemple donner plein de choses, plein d'informations sur le master que j'ai fait à Audencia ou même sur l'école d'Audencia qu'on trouve nulle part ailleurs, qui sont du fait de mon vécu, mais qui correspondent quand même à des choses qui peuvent être mises en valeur dans Pourquoi Audencia. Voilà, donc il faut vraiment faire l'effort pour le jour J de parler à des gens et évidemment dire qu'on a fait cet effort-là parce que c'est important de le dire, de le communiquer au jury. Ok ? Derrière ça, c'est aussi ça qui va rassurer le jury, c'est que si vous avez fait l'effort de faire votre enquête sur l'école et de montrer un petit peu en fait par A plus B au jury que ce que propose l'école correspond à vos envies personnelles, à vos envies professionnelles, le jury sera rassuré et le jury aura l'impression de ne pas prendre de risques en vous faisant intégrer. Et on a vu au départ que c'était l'essence même d'un entretien de rassurer un jury. Donc, je vous invite, sous l'angle de rassurer le jury, à faire votre enquête sur concrètement, précisément, qu'est-ce que telle école propose particulièrement qui match avec votre projet et que d'autres écoles ne proposent peut-être pas aussi. Hein, les réponses aux questions pourquoi notre école de commerce doit être totalement différente d'une école à l'autre. Et c'est comme ça qu'on voit une bonne réponse à cette question-là, nous quand on est jury évidemment. Se renseigner sur les écoles, mais aussi se renseigner sur les métiers. Pas pour dire qu'on est incollable, pas pour dire que on sait tout d'un chef de produit, mais pour montrer que c'est un choix éclairé, encore une fois, que après s'être renseigné sur, pour reprendre l'exemple de Charles, les métiers des ressources humaines, après s'être renseigné sur les spécificités d'un responsable en ressources humaines, eh bien oui, je peux dire effectivement que ça correspond avec
ma personnalité, avec mes forces, avec aussi potentiellement mes faiblesses et avec mes projets, mes envies parce que c'est important. D'accord? On ne vous demande pas de vous engager ad vitam aeternam, on vous demande entre guillemets simplement de nous montrer que les métiers auxquels vous aspirez pour l'instant vous correspondent par rapport à votre projet, à votre personnalité, mais aussi que vous vous êtes renseigné, d'accord, pour être sûr que c'est ce que j'appelle moi un choix éclairé qui rassure beaucoup plus le jury. Voilà. À la lumière des informations que j'ai pu récolter pendant mes stages, sur Internet, par mes échanges avec des candidats ou des diplômés, je peux vous dire que si ce n'est peut-être pas ça que je ferai dans 10 ans, c'est actuellement ça que j'ai sincèrement envie de faire et qui correspond à mon appétence professionnelle qui fait en sorte que je suis là devant vous maintenant. D'accord? Alors, sur le projet professionnel, le jury, encore une fois, il ne veut pas un engagement. Il veut que vous sachiez comment l'école peut vous y former. D'accord? Ça renvoie un peu au commandement précédent, se renseigner sur l'école. Il faut que vous sachiez comment l'école forme au métier dont vous parlez. Précisément, d'accord, avec quels atouts spécifiques, pourquoi cette école et pas une autre. Mais aussi que les métiers dont vous parlez correspondent à qui vous êtes, d'accord. Quelqu'un qui nous dit qu'il aime bien sortir du cadre, qu'il aime bien prendre des initiatives, qu'il est très créatif et qui nous parle par exemple de métier de contrôle de gestion, c'est quelque chose qui ne va pas être forcément très rassurant pour un jury. Donc, il faut qu'il y ait aussi une cohérence entre votre métier et vos qualités, votre personnalité. D'accord? Et le jury va évidemment aussi vouloir savoir si à travers vos propos, vous êtes suffisamment renseigné sur les métiers pour être crédible dans vos propos et pour attester du fait que effectivement, oui, vous avez les qualités pour et oui, vous savez comment l'école peut vous y former. J'ai beaucoup parlé de fond maintenant, on va parler un petit peu plus forme. La forme, c'est quelque chose qui qualifie rarement, qui élimine rarement aussi, mais qui peut mettre une première image négative dans l'esprit du jury. Il faut savoir que l'entretien, ça reste une épreuve avec ses codes, avec son format. Il existe aussi des jurys, souvent les plus expérimentés, qui sont très attachés au respect de certains codes, notamment vestimentaires. Parce que ils partent aussi d'un principe qui est vrai que un code vestimentaire soigné, c'est aussi la prise en compte de l'importance de l'épreuve et que du coup, c'est une marque de prise au sérieux de l'épreuve de l'étudiant. C'est vrai. Donc, ma politique là-dessus, c'est vraiment zéro risque. À titre personnel, je peux tolérer une absence de cravate ou quelque chose, pas de folklorique, mais qui sort un petit peu de la norme, si le fond est bon évidemment. Il y a des jurys qui vont être un petit peu plus difficiles à convaincre là-dessus, d'accord? Donc, on ne sait pas qui vous avez en face de vous, même si vous anticipez la réponse à la question. Je trouve que vous avez mieux à faire en entretien que passer 2 à 3 minutes à justifier le port d'une barbe, voilà, ce qu'il ne faut absolument pas faire en entretien, ou alors bien la tailler, bien la soigner, ce qui n'est pas le cas ici. Ou par exemple le non-port d'une cravate. D'accord? Donc, objectif zéro risque, costume cravate pour ces messieurs notamment, couleur traditionnelle, sans forcément être très sombre, mais ne prenez pas de risque s'il vous plaît. On ne sait pas qui vous avez en face de vous. Le seul cas qui est une bonne idée, qui constitue une bonne idée pour faire une originalité, c'est si c'est une perche, si c'est une occasion pour le jury de poser une question. Je pense à quelqu'un qui un jour avait mis un nœud papillon un peu flashy en entretien. Forcément, on lui a posé la question sur le pourquoi de ce nœud papillon. Et en fait, il voulait travailler dans la mode. Donc, ça n'était ni plus ni moins qu'une perche vers son projet professionnel qui était de travailler pour la mode. Et voilà, il voulait nous le faire comprendre par ses mots, mais aussi par son look. Et c'était évidemment bien joué. Alors évidemment, tout le monde n'a pas ce même projet-là. Et si vous voulez travailler dans le sport, par exemple, ne venez pas en maillot du PSG, s'il vous plaît. Même les perches au jury vestimentaires ont des limites. Et il y a une bonne posture, le dos droit, les mains sur la table, les jambes sous la table qui ne sont pas en train de trembler constamment.
soutenez le regard des jurys. Voilà, ayez une vraie posture professionnelle. Soyez bien assis, confortablement. Prenez le temps d'ailleurs de bien vous asseoir. Le jury vous laissera cette possibilité-là. Évitez l'éthique, d'accord? Évitez mesdames, par exemple, les nœuds dans les cheveux, ou par exemple, pour les hommes, se toucher la barbe quand on en a une, c'est quelque chose d'assez désagréable. En fait, c'est pas que c'est désagréable, mais on reste très souvent fixé dessus et on en perd le fond de ce que vous dites, donc c'est dommage. Et du coup, à côté de ça, pour éviter justement ces tics, évitez tout ce qui est accessoires un peu inutiles. Ça peut être des grosses bagues ou ça peut être des montres avec lesquelles on joue souvent. Voilà, il faut éviter tous ces petits parasitages en entretien qui sont pas graves dans la vie de tous les jours, mais qui, quand on passe une demi-heure qu'avec cette personne, on peut vite avoir le regard fixé dessus et c'est dommage. Voilà, c'est pas grave, mais c'est dommage. Donc faites attention évidemment à votre forme. Numéro 7, commandement numéro 7, menez l'entretien. Mener l'entretien, ça veut dire tendre des perches au jury. Ça veut dire essayer toujours d'avoir un temps d'avance. Tendre des perches au jury, c'est dans une réponse, frustrer le jury sur quelque chose, sur un sujet dont on n'a pas encore parlé. D'accord? En général, la perche, c'est sur une de vos expériences ou un de vos projets. D'accord? Donc, pour avoir un coup d'avance, quand vous répondez à une question, mais c'est du travail évidemment, hein, mais ça, on y arrive quand on sait qu'il faut le faire. Quand vous répondez à la question, essayez toujours, de manière subtile, de faire le lien entre le sujet qui constitue votre réponse à la question et ce vers quoi vous voulez emmener le jury. Ça vous permet aussi, quand vous êtes dans un terrain un petit peu glissant, de ramener le jury vers une zone de confort. Par exemple, si on vous parle d'un projet professionnel, le projet professionnel, c'est pas forcément là où vous êtes toujours le plus à l'aise, et que vous parlez des métiers, par exemple, allez, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, du contrôle de gestion, vous pouvez très bien dire que votre projet professionnel, c'est le contrôle de gestion, en détaillant pourquoi, comment, etc. Et en disant que, voilà, d'ailleurs, c'est vrai que le contrôle de gestion correspond bien aux qualités que j'ai pu développer pendant mes années de tennis. Point. On ne va pas plus loin parce que le but du jeu, c'est que le jury nous pose justement cette question et que plutôt que faire 30 secondes tout seul, on passe 5 à 6 minutes dessus avec l'accord du jury. Voilà. Et moi, je m'amusais beaucoup à ça en entretien. C'était un peu Tom et Jerry, quoi. C'était le chat et la souris. C'est que le jury m'amenait sur un sujet et moi, parce que j'étais aussi à l'aise avec le fond, je pouvais l'amener sur un autre sujet. Et l'idée, c'est évidemment quand on sent qu'on a épuisé un sujet ou qu'on est sur un sujet sur lequel on n'est pas forcément à l'aise, de pouvoir très vite rebondir sur un autre sujet dont on n'a pas encore parlé, avec lequel on est à l'aise. Par exemple, si un jury nous pose une question, un autre exemple, aller sur les défauts. Les défauts, c'est pas forcément ce qu'il y a, même si on l'anticipe, de plus facile à évoquer pour le candidat, même s'il y a des techniques, on verra ça. Et ben, on peut très bien parler de défauts en disant donc voilà, j'ai ce défaut, mais j'essaye de travailler là-dessus. Et c'est vrai que mes cours particuliers, les cours particuliers de mathématiques que j'ai donnés l'année dernière m'ont beaucoup aidé. Et j'aimerais beaucoup vous en parler d'ailleurs. Voilà, ça c'est une perche. Plutôt que de dire, moi mon défaut c'est de ne pas écouter les autres. Bon, mon défaut c'est que j'ai du mal effectivement à écouter les autres de temps en temps, mais j'ai réussi à soigner ça, et notamment dans ma dernière expérience qui m'est chère et dont j'aimerais beaucoup vous parler, c'est-à-dire de cours particuliers. Et là, 9 fois sur 10, le jury va évidemment prendre la perche et nous inviter, parce que c'est un échange et parce que le but du jeu c'est pas de mettre mal à l'aise le candidat, va inviter le candidat, à parler du point dont il tend une perche. D'accord? Et on verra dans le prochain live qu'un moment éminemment important pour tendre une perche, c'est à la fin de l'introduction, là où des candidats vont parler un peu comme tout le monde de pourquoi une école de commerce, voire vont très mal terminer l'introduction en disant et voilà.
Eh ben non, un bon candidat, il va faire autre chose. Vous allez voir, et il va tendre une perche vers quelque chose de très important pour lui. Ça, c'est rendez-vous le 23 avril quand on parlera des questions classiques. D'accord? Tendre une perche, c'est aiguiser la curiosité du jury. D'accord? C'est avoir cette espèce en fait de bipolarité, de schizophrénie dans la tête, c'est-à-dire qu'on répond à la question tout en essayant de savoir quel lien on pourrait faire avec une expérience dont on n'a pas encore parlé qui nous plaît particulièrement. D'accord? Donc c'est théorique pour l'instant, on verra comment dans les prochains lives comment on peut mettre tout ça en musique. Pour l'instant, moi je prends une hauteur de vue un peu plus importante dans ce live, mais on verra que en s'entraînant là-dessus, les candidats qui réussissent un entretien sont aussi les candidats qui ont su mener un entretien et tendre des perches au jury. Commandement 8, je parlais de l'importance du futur et du coup, j'en ai fait même un commandement. Savoir se projeter dans le futur et savoir parler du futur, c'est quelque chose qui distingue les très bons candidats des candidats moyens. Je suis beaucoup, moi, jury pour les candidats de classe préparatoire aux grandes écoles. Un peu moins pour les admissions sur titre ou les postes bac, parce que c'est là où je prépare le plus d'étudiants. J'ai toujours été très étonné du peu de candidats de classe préparatoire qui parlent du futur en entretien. Le futur en école, 4-5 ans, à partir de maintenant, ou le futur en entreprise, 5-15 ans. D'accord? C'est important de toujours parler, de toujours, quand on parle de soi, rassurer le jury sur le fait que notre personnalité présente nous permettra de réussir les situations futures, de réussir notre premier stage, de réussir notre engagement associatif, de réussir nos 6 mois à l'étranger, par exemple. Okay? C'est important de ne pas rester sur qui on est maintenant, mais aussi de projeter notre personnalité actuelle dans les situations futures pour montrer au jury que votre personnalité vous permettra de passer l'obstacle, on va dire, de manière réussie. Et si pendant une demi-heure, 4-5 fois, vous rassurez au jury, vous faites un lien avec le futur en rassurant le jury sur grâce à quel aspect de votre personnalité ou de vos projets vous allez réussir votre premier stage. Si vous faites un lien avec le futur sur comment vous allez vous intégrer dans une vie de groupe, par exemple, à la fin, le jury, il a l'impression, a raison de prendre aucun risque en vous intégrant et vous aurez gagné. Typiquement, pour prendre un exemple et pour rentrer un petit peu dans quelque chose de plus concret pour vous, sur la question vraiment classico-classique, quelle est ma principale qualité? Bon, ma principale qualité, c'est d'être quelqu'un allez, on va dire je vais reprendre le même exemple, tant pis, de quelqu'un de rigoureux. Voilà. Je suis quelqu'un de rigoureux maintenant. Mais moi, jury, je veux surtout savoir à quel moment la qualité de rigueur du candidat que j'ai en face de moi lui sera utile plus tard, me rassurera et lui permettra de passer entre guillemets les obstacles à court terme et à moyen terme. Donc soit je lui pose la question, ce qui est un moindre mal s'il sait répondre, soit le candidat est proactif et sait dire bon ben voilà, moi j'ai cette qualité de rigueur que j'ai développée notamment dans mes cours particuliers que j'ai donnés et qui me sera particulièrement utile plus tard puisque je souhaite être trésorier de l'association Isegoria Audencia qui organise les conférences et pour être trésorier et pour tenir un budget, c'est vrai que la principale qualité, c'est d'être rigoureux à la fois dans son utilisation et dans les projections financières qu'on peut y faire. Voilà. En 15 secondes, j'ai montré au jury que je me projetais dans le futur et que finalement, j'avais des traits de personnalité qui permettaient de faire en sorte de rassurer le jury sur ma réussite dans une situation future. Et 20 minutes ou de 5 à 10 minutes, 20 minutes plus tard, je rassurais le jury sur une situation future en entreprise. Mon premier stage par exemple ou ma première expérience de management et puis ensuite sur mon départ à l'étranger par exemple grâce à une de mes qualités ou à mes envies. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous devez vous forcer à faire tout au long de l'entretien, à projeter votre personnalité dans le futur, dans les situations futures et évidemment pour ça, il faut savoir ce qu'on va vivre plus tard
Et il va falloir pour ça parler à des gens pour se dire bon bah voilà effectivement cette situation que j'avais pas forcément anticipée, bah, je vais pouvoir bien y répondre grâce à ce trait de caractère chez moi. Et vous aurez 1000 occasions en entretien pour le dire de manière proactive au jury et à travers ça le rassurer. 9e commandement, soigner les à côté de l'entretien de motivation. Alors qu'est-ce que j'appelle les à côté? Ça peut être les questionnaires qu'il y a à remplir pour certaines écoles, notamment pour les étudiants de classe préparatoire. Ça peut être le CV projectif de Schema Business School, sans S projectif c'est mieux. En toute franchise, j'ai déjà vécu un entretien qui a éliminé un candidat, pas sur le fond, pas sur ce qu'il a dit, mais sur le questionnaire qu'il nous a présenté. Un questionnaire qui était un torchon, voilà, qui était ni fait ni à faire. Avant de rencontrer le candidat, le président du jury a dit qu'on rencontrerait cette personne par politesse et parce que le format le veut, mais que cette personne n'intégrerait pas l'école pour laquelle j'officiais. Donc c'est pour vous dire voilà, que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, en l'occurrence, et que vous pouvez très bien partir avec un a priori très négatif ou très positif sur ce que vous nous donnez comme support dans l'entretien avant. D'accord? Alors, il ne s'agit pas de faire du zèle et de proposer un CV au jury si ce n'est pas demandé, vous pouvez, mais ce n'est pas ce qui est requis. Mais à minima, soignez ce qui est demandé, le CV projectif à Schema ou des questionnaires dans d'autres écoles. L'année dernière, non, il y a 2 ans, j'avais fait un exercice très personnel, c'est que j'officiais dans une école qui demande un CV projectif pour ne pas la nommer, et je m'étais amusé à noter le CV projectif avant de voir le candidat. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, j'arrivais jamais à une note plus de 2 points au-dessus ou plus de 2 points en dessous, in fine, la note que j'avais donnée à l'origine. C'est-à-dire que si quelqu'un avait 12 sur 20 au CV projectif, bah, sa note était comprise entre 10 et 14, donc j'avais raison finalement. Et le CV projectif reflétait finalement la performance du candidat. D'accord? Donc un bon CV projectif ou un bon questionnaire, c'est un bon candidat et vice-versa. C'est éminemment important de soigner ça. Et je conseille, voire je recommande très fortement pour avoir parlé à plusieurs écoles, de répondre sur les questionnaires de manière manuscrite et pas à l'ordinateur. Attention à la gestion de votre Tour de France. L'ordre de passage des écoles, ne passez pas l'école que vous souhaitez absolument au tout début ni tout à la fin. Au tout début parce que vous ne serez pas assez entraîné, vous n'aurez pas assez démystifié l'épreuve. Et tout à la fin parce que vous serez absolument épuisé. J'avais passé Neoma en dernière école, après l'EDEC, après Lyon, après Audencia. Et j'ai un souvenir d'une fatigue absolument phénoménale. Vraiment la fatigue de toute une année qui ressurgissait et j'avais pas pu passer l'entretien. Ça s'était bien passé, mais bon, j'étais très fatigué et ça s'était senti. Donc faites attention. En général, la meilleure école ou les 2-3 écoles qu'on souhaite, on les passe dans la 2e, 3e ou 4e ordre, dans le 2e, 3e ou 4e ordre pendant son Tour de France. Faites attention à l'hygiène de vie sur place, d'accord, à ce que vous mangez, à comment vous dormez, à où vous dormez. Quand je passais le Tour de France, moi je m'interdisais de sortir évidemment, mais de dormir chez les admisseurs avant l'entretien, même s'il y a des admisseurs qui font parfaitement leur travail. J'avais de la politique zéro risque et une fois que j'avais passé l'entretien, bah là je pouvais commencer à sortir évidemment, à dormir dans des colocs, à faire plein de choses, à profiter en fait de mon Tour de France, mais ça venait après l'essentiel, c'est-à-dire après l'entretien de motivation. Et je conseille enfin pour ceux qui ont cette possibilité-là de faire une pause pendant votre Tour de France pour recharger les batteries, pour faire le point aussi sur ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait, pour retravailler peut-être les dernières questions, les derniers thèmes qui vous ont un peu posé souci et que vous n'avez pas le temps de travailler dans l'école ou dans le train. C'est important aussi parce que ça fait une coupure psychologique et on arrive frais dans les deuxièmes parties d'entretien. Or, on n'a pas toujours le choix dans les créneaux qui sont proposés d'entretien dans les écoles. Donc, vous pouvez être amené, notamment sur Audencia qui impose le créneau, à passer l'entretien d'Audencia très tard. Et pour une école dont l'entretien est quand même assez difficile, c'est important d'être bien préparé. D'accord ? De manière générale, moi j'ai vu par mon cas personnel et par aussi le cas d'amis ou des candidats que j'ai préparés depuis des années que les détails
éliminer beaucoup plus que qualifier aux oraux. Un point, un demi-point en entretien de motivation sur une épreuve, ça pouvait aller jusqu'à 150 places. Les 150 places, c'est absolument colossal. Donc, un demi-point qui est finalement un détail mis dans sa poche ou pas mis dans sa poche, bah, ça faisait quelqu'un qui était sur liste principale ou sur liste secondaire ou quelqu'un qui était pris ou pas pris. Et vraiment, on est sur plein de petites choses à mettre avec soi dans les oraux, évidemment le fond, hein, mais la forme de l'entretien, la forme physique aussi, l'ordre de son Tour de France, le diable est dans les détails vraiment sur l'entretien de motivation. Et puisque le diable est dans le détail et puisque aussi c'est la faute la plus fréquente des étudiants, hein, l'entretien de motivation c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se travaille autant voire plus que les écrits. Plus en tout cas plus intensément parce que vous avez moins de temps pour travailler ça. Donc, quand je préparais les entretiens de motivation, c'était à la bibliothèque où je fichais les écoles, en tout cas ce qui m'intéressait dans les écoles, je fichais les métiers, je parlais à des gens, je faisais des recherches, je travaillais ma personnalité, je travaillais mes pistes de réponse aux questions classiques sans m'enfermer dans une seule et même réponse. Et finalement, j'ai fait un peu plus d'1 heure. On pourrait résumer en caricaturant un peu, mais à peine, les bons et les mauvais candidats en entretien de motivation de la manière suivante, c'est les candidats qui travaillent et les candidats qui ne travaillent pas. À la fin, il restera toujours 2 catégories de candidats, voilà, ceux qui ont travaillé, ceux qui n'ont pas travaillé. Et sauf si vous êtes très mal aiguillé, mais c'est assez rare. En tout cas, moi j'ai un prisme qui fait que les étudiants préparés chez nous le sont évidemment bien. Ceux qui ont travaillé et qu'on peut accompagner de manière efficace, bah, c'est des gens qui peuvent avoir même 20 sur 20 de moyenne à leur entretien de motivation, parce que c'est pas rare d'avoir 20 sur 20 aux entretiens de motivation. Donc je vous invite à prendre conscience de ça. C'est pas parce que vous avez passé les épreuves écrites, que vous avez passé le Taj-Maj par exemple et que vous en avez marre, que vous êtes fatigué, qu'il y a les partiels qui approchent, il faut vous arrêter. Au contraire, vous êtes proche du but. Les regrets seront trop grands si si les portes se ferment maintenant après avoir visité les campus. C'est quelque chose on peut difficilement digérer. Et le seul remède pour ça, c'est de travailler. Et particulièrement aux étudiants de PGE, PGO qui viendront en stage, si vous n'avez pas travaillé, on ne pourra rien faire, absolument rien. Si vous n'avez pas réfléchi à vos qualités, à vos expériences qui les ont déterminées, à vos envies, à ce qui vous intéressait dans les écoles, nous on ne pourra rien faire. On ne pourra pas travailler parce qu'il n'est pas question d'inventer quelque chose, d'accord? On ne pourra travailler que sur votre base de travail à vous, contrairement aux écrits, même si c'est un petit peu le cas aussi aux écrits. Donc évidemment, travailler, le jury le verra, le jury le récompensera. Il ne s'agit pas d'être parfait le jour J, d'accord? Voilà pour les commandements, pour les 10 commandements pour réussir un entretien de motivation. Alors, je vous donne rendez-vous dans un peu plus de 2 semaines, le 23 avril, sur une deuxième partie de cette série où on parlera justement des questions classiques. Hein. Je sortirai les principales questions classiques et on les travaillera ensemble pour vous permettre de mieux comprendre et de mieux travailler les questions que vous aurez à chaque entretien et qui constitueront la base des points que vous cumulerez le jour J. D'accord? Et puis le 30 avril, on aura un autre Facebook Live un peu spécial sur les entretiens spéciaux, sur l'entretien de Grenoble, sur l'entretien de l'EM Lyon, sur l'entretien de l'EDEC, où vous pourrez poser justement toutes les questions sur ces formats un peu spécifiques. Je termine en 5 minutes sur la préparation PGE, PGO pour nos étudiants, pour qu'ils sachent un petit peu ce qu'ils vont y faire, et puis pour les personnes qui peuvent être intéressées. En commençant d'abord par quelque chose d'un peu annexe, je vous invite, et c'est quelque chose d'importantissime, hein, de rejoindre le groupe d'entraide PGE PGO qui s'appelle Réussir les oraux des écoles de commerce, qui est tenu par moi, mais pas que par moi, mais en tout cas par plusieurs membres de jury de concours qui répondent à vos questions et puis qui vous fournissent aussi des conseils réguliers. D'accord? L'autre avantage de ce groupe, c'est qu'il permet de contacter des gens qui sont en école. Donc, si vous cherchez des gens qui ont intégré Audencia, qui ont fait ce master à l'EM Lyon ou qui ont eu un métier de contrôleur de gestion après Kedge, eh ben, il y a plus de 2000 personnes dans ce groupe. Je vous invite à le rejoindre. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sur ce groupe, en tout cas en termes de connaissances, en termes de travail, en termes de conseils.
Sur la préparation, donc pour nos étudiants, le travail en 6 étapes a commencé. On vous les a listés ici. Donc il y a du travail individuel sur les écoles, sur le projet professionnel. Et on va aussi vous demander de préparer des CV projectifs, un CV projectif par école, puisque c'est un exercice qui a énormément de bénéfices. C'est vrai que Schema a une super idée de proposer ça parce que ça fait travailler l'étudiant et ça fait bien travailler l'étudiant. Donc pour les étudiants qui passent n'importe quelle école, à vos CV projectifs, il faudra nous les montrer en stage et vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise après l'avoir construit. Ça forme à la précision. Le CV projectif, ça encourage à être précis et quelles que soient les modalités de votre préparation, je vous encourage à le faire. Vous allez voir, vous vous projetterez beaucoup mieux dans l'école et en entreprise après l'avoir fait. À cette préparation online est évidemment liée une préparation présentielle avec une préparation en 2 jours, 2 à 4 simulations, des observations pour ceux qui ne passent pas en entretien. Alors, vous passez et vous observez, vous faites les deux. Il y aura des ateliers de prise de parole, il y aura un petit peu, pas énormément, mais il en faut un peu, quelques cours théoriques avec application évidemment, et puis une fierté, en tout cas quelque chose dont je suis à titre personnel très fier, c'est les tutorats le soir pour les étudiants qui sont en difficulté. On reste le soir, les étudiants ne partent pas tant que, pas que c'est parfait parce que ce sera jamais parfait, mais tant que les gros blocages n'ont pas été compris et débloqués. Donc on peut beaucoup travailler, mais c'est aussi ça qui fait que l'année dernière, on a frôlé les 18 de moyenne et une grosse partie de nos étudiants ont eu plus de 18 de moyenne à leur Tour de France. Voilà, moi, mon objectif personnel, en tout cas, l'objectif que j'ai communiqué aux équipes et aux membres du jury qui vont officier cette année, c'est plus de 18 de moyenne si possible. Donc ça tient aussi à vous. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser vos questions, même si vous regardez ce live en replay. J'y suis attentif, j'y réponds avec plaisir. Vous avez aussi nos coordonnées, hein. Vous avez notre numéro de téléphone. Vous pouvez aussi nous joindre sur contact@prepagrandesécoles.fr. Si vous avez des questions sur l'entretien de motivation, sur le live, sur nos préparations, sur qui on est, sur le grand guide des entretiens de motivation, n'hésitez pas. Marion, Bilal, ils sont aussi des anciens de PGE-PGO, vous accueillent et vous répondent avec plaisir. Et puis, j'aurai grand plaisir à vous rencontrer, à vous préparer dans nos préparations dans 9 villes de France sur une vingtaine de dates. Donc, normalement, chacun trouve chaussure à son pied. J'espère vous voir très vite. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Au revoir.